Mon mari a ramené sa maîtresse, m'a tendu les papiers du divorce et a dit « Je suis désolé, mais divorce de moi ». J'ai signé sans hésiter et dit « Soyez heureux ». Mais à ce moment, son avocat a vu les papiers et a commencé à trembler. « Je suis désolé, mais je veux le divorce. Je veux commencer une nouvelle vie avec Laure. » La voix d'une froide cruauté résonna dans le salon silencieux. Au centre de la table se trouvait un accord de divorce jeté négligemment, imprimé à l'encre verte. Il portait déjà la signature de mon mari. Le vent froid de la climatisation transportait une odeur de parfum écœurant et désagréable. Un arôme floral excessivement accent grave l'œil qui n'aurait pas dû exister dans ma maison. Le propriétaire de cette voix était Charles. Mon mari, avec qui j'étais marié depuis 18 ans. Assise tout près de lui se trouvait une jeune femme. C'était la directrice de la communication de l'entreprise de mon mari et aussi son amante, Laure. Elle jouait avec les pointes de ses beaux cheveux en me regardant par-dessus l'épaule, comme si elle était déjà la nouvelle maîtresse de cette maison. Sur ses lèvres se dessinait un sourire indubitable de supériorité et de victoire. Face à eux deux, un homme d'âge moyen en costume sombre était assis. C'était Robert, l'avocat que mon mari avait amené comme représentant. Il gardait ses mains sur un épais dossier de documents tout en me lançant un regard bureaucratique et d'une certaine manière compatissant. Tous étaient convaincus d'une seule chose, que la pauvre et soumise femme au foyer, sans travail ni pouvoir, qui ne vivait que grâce à son mari, s'effondrerait en pleurs face à l'annonce soudaine du divorce. Je protégerai l'entreprise et la maison comme je l'ai fait jusqu'à présent, continua Charles, la voix pleine d'assurance. J'ai préparé une compensation financière adéquate pour toi. Ce devrait être une somme plus que suffisante pour qu'une femme au foyer comme toi puisse vivre seule. Ne me parle pas de problème de pension compensatoire ni de partage des biens. Signe cet accord et pars en silence. Recevant le regard de Charles, l'avocat Robert sortit un document de sa mallette. C'était un accord de divorce parfaitement rédigé. Il y détaillait des conditions minutieuses. Je renonçais à toute division du patrimoine. Je devais quitter le domicile immédiatement et n'aurais aucune participation à la gestion de l'entreprise. Madame Dubois. Ou plutôt, Madame Bernard, commença Robert avec le ton calme du professionnel compétent. Votre mari est un magnifique entrepreneur qui a bâti de toutes pièces une entreprise qui réalise aujourd'hui des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, vous vous êtes consacré exclusivement au foyer pendant de nombreuses années. Même si vous vous battez légalement, il vous sera impossible de réclamer des droits sur l'entreprise ou la maison. Le mieux pour vous est l'option qui vous causera le moins de blessures et d'accepter la bonne volonté de votre mari et de vous contenter de ses conditions. Face aux mots de Robert, Laure laissa échapper un petit rire. C'est ça, Lucie. Charles n'a plus besoin d'une épouse aussi démodée que toi. Désormais, c'est moi qui le soutiendrai et resterai à ses côtés comme l'image de l'entreprise. Je te le demande, s'il te plaît. Retire-toi avec dignité. Laure entrelaça son bras avec celui de Charles et se blottit contre lui dans un geste mielleux. Charles, l'air satisfait, lui passa un bras autour des épaules. Les 18 années que nous avions passées ensemble étaient sur le point d'être jetées à l'instant même, comme si elles étaient vraiment inutiles. Charles se trompait complètement. Il croyait qu'en étant le directeur général de l'entreprise, il était le souverain absolu qui pouvait disposer librement de tous les biens. Il croyait que moi, son épouse, j'étais un simple ornement, une existence qu'il pouvait éliminer à sa guise. Il n'avait pas remarqué l'enveloppe marron que j'avais sur mes genoux, préparée spécialement pour ce jour. Ce que mon mari m'avait mis sous les yeux n'était qu'un papier de divorce, mais ce qu'ils étaient sur le point de perdre dans cette pièce n'était absolument pas une simple épouse. Je ne criai pas et ne perdis pas mes nerfs, je pris simplement une profonde inspiration et approchai l'accord de divorce que j'avais devant moi. En me voyant prendre le stylo en silence, Charles fronça les sourcils avec étonnement. Son épouse, qu'il croyait en larmes et suppliante, faisait glisser le stylo sur le papier avec trop de facilité. Il n'y avait aucun doute, seul le son de la pointe glissant sur le papier résonnait dans le salon silencieux. Lucie Dubois. Je n'utilisai pas mon nom de femme mariée, mais écrivis fermement mon nom tel qu'il figurerait dans mon nouvel état civil. Je sortis ma carte d'identité et signai d'un trait ferme et inébranlable. Je glissai le document déjà signé sous les yeux de Charles. Entendu. Ce fut le seul mot qui sortit de ma bouche. Charles et Laure restèrent stupéfaits un instant. Puis ils se regardèrent et leurs visages s'illuminèrent. Ils avaient évité des discussions ennuyeuses et des drames remplis de larmes.
Ils étaient convaincus de leur victoire totale et cela se voyait douloureusement. Allez-y, soyez très heureux. Lorsque j'inclinai la tête en silence, Laure laissa échapper un petit rire qu'elle ne put retenir. Oh, oh, oh. Tu es étonnamment docile. Ça me rassure. Charles et moi étions inquiets, nous demandant ce que nous ferions si tu te mettais à pleurer et à supplier comme une vieille. Charles expira aussi profondément, soulagé, et croisa de nouveau les bras. Je suis content que tu comprennes. Moi non plus, je n'ai pas l'intention de nier complètement nos 18 ans passés ensemble. C'est juste que nous vivons déjà dans des mondes différents. Signe vite aussi l'accord de patrimoine. Cependant, je n'étendis pas la main vers l'accord de patrimoine. Je posai le stylo et, à la place, soulevai l'enveloppe marron que j'avais sur mes genoux. Je la glissai non pas vers mon mari, mais sous les yeux de Robert, l'avocat. Voici ma réponse concernant le patrimoine et l'entreprise. Face à mon ton glacial, Robert fronça légèrement les sourcils. Madame Dubois, il est préférable que vous abandonniez cette résistance inutile. Ne croyez pas qu'avec des connaissances d'amateurs recherchées sur Internet, vous puissiez nous affronter, nous les professionnels. Robert laissa échapper un soupir d'agacement et prit l'enveloppe avec une répugnance évidente. Il pensa sûrement qu'il y aurait à l'intérieur une lettre pleine de ressentiment ou un document d'exigence sans valeur légale rédigé par une débutante. On entendit le bruit du papier qui se déchire en ouvrant l'enveloppe. Robert sortit une épaisse liasse de documents et baissa les yeux vers la première feuille. Au même instant, ses doigts s'arrêtèrent net. Un son sec s'échappa de la bouche de l'avocat. Il cligna des yeux plusieurs fois et rapprocha son visage du papier comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Il passa à la première feuille, vérifia la deuxième et lut la troisième. À chaque mouvement, on remarquait que le sang disparaissait rapidement de son visage. Robert, qu'est-ce qui se passe? Déchire cette saleté une bonne fois pour toutes. Charles essaya de jeter un coup d'œil de côté avec une expression étrange. Cependant, Robert n'eut même pas le loisir de répondre aux paroles de mon mari. Ses mains, qui tenaient les documents, avaient commencé à trembler légèrement et clairement. Madame Dubois, qu'est-ce que cela signifie? Une sueur froide commença à perler sur le front de Robert. Il regarda Charles, le visage contracté, puis me fixa comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Seul lui avait compris. Il comprit que les documents que je lui avais remis n'étaient pas de simples morceaux de papier. Il comprit que l'homme qui chantait victoire devant lui était en réalité un roi nu qui ne possédait rien. Robert, y a-t-il un problème? Demanda mon mari, inconscient de tout avec irritation. La réponse de l'avocat à cette question était quelque chose qui détruirait à la base le brillant avenir qu'ils avaient imaginé. Je détournai le regard des doigts tremblants de Robert et baissai les yeux en silence. Le vent froid de la climatisation caressa mes joues. Dans mon esprit apparut le paysage d'il y a 18 ans. Charles et moi étions de simples collègues dans la même entreprise de développement de systèmes. Il était au département des ventes et moi à la planification et à la gestion des clients. Il était un génie des mots, capable de gagner la confiance de n'importe qui dès la première rencontre. Moi, le voyant de dos, je préparais des propositions dans l'ombre et écoutais les plaintes des clients. À l'époque, nous avions un rêve commun, créer un jour un système facile à utiliser pour toute petite et moyenne entreprise. Les nuits où nous manquions le dernier métro, partageant un café bon marché dans la pénombre de la salle de repos du bureau, Charles parlait avec passion. Ce regard direct et cette passion de croire en l'avenir. Je croyais du fond du cœur qu'avec lui je pourrais réaliser ce rêve. À cette époque, mon grand-père, qui m'avait choyé depuis que j'étais toute petite, décéda. Au milieu de la douleur, une somme d'argent importante de son héritage fut transférée sur mon compte. C'était l'époque où nous avions décidé de nous marier. Nous étions à un âge où nos amis utilisaient leurs économies pour des mariages luxueux, des apports pour de nouveaux appartements ou des voyages à l'étranger. Mais je n'ai pas utilisé cet argent pour mon luxe. Fondons l'entreprise, donnons forme à notre rêve. Lorsque je lui proposai cela, Charles me prit les mains et pleura de joie. Nous avons investi l'héritage de mon grand-père et toutes mes économies comme capital initial pour fonder l'entreprise. Notre premier bureau fut un vieux local loué dans un immeuble délabré d'un vieux quartier de la banlieue parisienne, à 15 minutes à pied de la station de métro. Il n'y avait pas d'ascenseur. Le papier peint était un peu décollé et en hiver, un vent glacial s'infiltrait par les fentes des fenêtres. Les seuls employés étaient Charles et moi, 2 petits bureaux et 2 chaises pliantes, et des ordinateurs d'occasion achetés avec le peu d'argent qu'il nous restait.
C'était tout ce que nous avions. Lors de la fondation de la société anonyme, nous avons réparti les actions en fonction du capital apporté. Moi, qui avais mis presque tous les fonds, obtint 70% des actions émises. Charles garda 20% et les 10% restants furent détenus par les personnes qui nous avaient soutenus lors de la fondation. Les tâches quotidiennes étaient complètement divisées. Charles se consacrait exclusivement aux ventes, qui était son point fort, et passait ses journées de droite à gauche. Je restais au bureau, gérant tout le travail de fond, gestion, rédaction de contrats, ressources humaines, service client. Lorsque les liquidités venaient à manquer, c'était moi qui allais dans les banques de Paris, la tête baissée, et c'était moi qui mettais notre maison en garantie et signais comme caution solidaire des prêts. Mon propre salaire, bien sûr, était de 0. Au début, j'occupais le poste de présidente du conseil d'administration. J'étais la principale investisseuse et la responsable des opérations. Mais quand l'entreprise commença à décoller peu à peu, je pris une décision. Lors des réunions importantes avec les fournisseurs ou pour saluer de nouveaux clients, quand il parlait en public, l'ambiance s'illuminait immédiatement. Il avait un charisme qui attirait les gens. Au contraire, j'ai un caractère de travailleuse de l'ombre, experte en analyse de chiffres et de documents. Charles, je veux que tu sois le directeur général. La nuit où je le lui dis, il fut très surpris. Es-tu sûr? C'est une entreprise créée avec ton argent, Lucie. Je souris et hochai la tête. Tu es plus apte à être le visage de l'entreprise. Je ne lui cédais absolument pas mes actions. Nous ne faisions que diviser les rôles de gestion pour faire grandir l'entreprise. Lui, en tant que directeur général, et moi, prenant du recul pour le soutenir, je croyais sans aucun doute que c'était la meilleure voie en tant que couple marié et partenaires commerciaux. Charles répondit à mes attentes et, grâce à son talent inné pour les ventes, décrocha de grands contrats les uns après les autres. L'entreprise grandit. Le nombre d'employés augmenta et nous déménageâmes dans des bureaux beaucoup plus spacieux sur l'avenue des Champs-Élysées. Au fur et à mesure que le nombre de fois où on l'appelait directeur augmentait, il consolidait sa confiance en tant qu'entrepreneur. Cependant, l'être humain semble être une créature qui perd de vue le sol qu'elle foule lorsque ceux qui l'entourent ne cessent de l'aduler. Au fil des années, quelque chose commença à se déformer à l'intérieur de Charles. Le titre de directeur général imprimé sur ses cartes de visite n'était qu'une fonction déléguée par l'entreprise. Les véritables propriétaires de la société sont les actionnaires qui possèdent la majorité des actions. Cependant, à un moment donné, il oublia cette différence fondamentale. Il commença à croire que le fait d'être valorisé comme le visage de l'entreprise était un mérite exclusif de son talent, que, étant lui le représentant, toute l'entreprise lui appartenait. Ce qui est à ma femme est à la communauté. Lucie ne s'immisce jamais dans la gestion, donc en pratique, c'est mon entreprise. Cette fausse croyance commode se transforma en une vérité inébranlable dans sa tête. Les souffrances que j'avais endurées dans l'ombre pour la liquidité, signant d'épais contrats bancaires et équilibrant les chiffres jusque tard dans la nuit. Toute cette réalité embourbée avait complètement disparu de sa vision alors qu'il marchait sur les scènes éclairées. À cet instant, dans le salon devant nous, l'avocat Robert déglutit difficilement en regardant les documents qu'il tenait dans les mains. Ce qu'il lisait était le registre des actionnaires mis à jour de l'entreprise que j'avais présenté, ainsi que l'accord d'apport de capital de la fondation, la preuve irréfutable que mes 70% d'actions avaient été acquis avec des biens propres antérieurs au mariage. C'est-à-dire avec l'héritage et mes économies personnelles. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Écarte ces papiers une bonne fois pour toutes et fais-lui signer l'accord, le pressa Charles d'une voix qui ne pouvait cacher son irritation. À ses côtés, Laure laissa échapper un soupir d'ennui et tambourina sur la table avec ses longs ongles manucurés. Lucie, cesse de gagner du temps inutilement. Ne vole plus de temps à Charles. Il ne réalisait pas encore que le sol sous leurs pieds s'effondrait déjà. Le rêve que nous avions partagé il y a 18 ans dans ce bâtiment d'un vieux quartier de la banlieue parisienne était devenu réalité. Mon mari, convaincu que c'était un accomplissement uniquement le sien, essayait maintenant de me jeter comme une ordure inutile. Je regardais en silence le visage de Robert. Le visage pâle de l'avocat se leva et se tourna lentement vers Charles. « Monsieur Bernard, vous m'avez gravement menti. » La voix basse et forcée de Robert résonna dans le salon. Le sourire de supériorité disparut du visage de Charles. « Menti? Que voulez-vous dire par j'ai menti ?» Charles fronça les sourcils, agacé. Il n'imaginait pas un seul instant que l'avocat qu'il payait lui-même lui lancerait de telles paroles soudainement.
Cependant, Robert avait complètement perdu toute marge de manœuvre pour complaire à mon mari. Il alternait son regard entre les documents dans ses mains et le visage de Charles, comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Vous m'avez dit que l'entreprise et la maison étaient votre patrimoine, que votre femme n'était qu'une femme au foyer sans emploi. Et c'est le cas. Non, j'ai gagné de l'argent en tant que directeur. J'ai acheté cette maison et je l'ai entretenue. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Laure acquiesça avec énergie aux paroles de Charles et me regarda avec dédain. C'est ça. Il est impossible qu'une femme aussi démodée que Lucie puisse diriger une entreprise. Si Charles ne te donne qu'à manger, ne sors pas de papier bizarre pour embêter l'avocat. Les mots de Laure reflétaient parfaitement ce que les jeunes employés de l'entreprise avaient pensé de moi ces dernières années. Il y a plusieurs années, j'ai cessé d'être membre exécutif du conseil. Ma mère est tombée gravement malade et a eu besoin de visites quotidiennes à l'hôpital et de soins constants. Pour protéger l'entreprise et ma famille, j'ai pris la décision de me retirer de la première ligne, mais je n'ai pas complètement coupé ma relation avec l'entreprise. Je gardais un ordinateur à la maison et, en tant que conseillère, je révisais les clôtures mensuelles, examinais les contrats avec les banques et gérais les risques des grands projets. Je n'ai jamais lâché le contrôle des fonds, la sève vitale de l'entreprise. Mais ce travail de l'ombre n'était pas visible pour les employés qui étaient en première ligne. Beaucoup des jeunes qui travaillaient dans le nouveau bâtiment du siège social ne savaient pas que j'étais l'une des fondatrices. Pour eux, je n'étais que la discrète épouse du directeur qui montrait le bout de son nez lors des événements de l'entreprise 2 ou 3 fois par an. Laure était l'une d'entre elles. De sa perspective de directrice de communication glamour qui gérait les médias et posait aux côtés de Charles, je devais lui paraître peu plus qu'une assistante domestique. Lucie n'a rien à voir avec la gestion. C'est pourquoi je garderai tout le patrimoine et je lui verserai une indemnisation. Cela devrait suffire à conclure l'affaire, n'est-ce pas? Charles continua de parler, toujours irrité. Avant, il avait l'habitude de dire dans les interviews et les discours que c'était une entreprise fondée par lui et son épouse. Cependant, à mesure que l'entreprise grandissait et attirait l'attention du secteur, ses paroles changèrent. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, seul, de mes propres mains. Quand je lui reprochais cela, il rit et me dit, personne n'est intéressé par les gens qui ne se montrent pas. C'est mon talent qui a fait grandir l'entreprise. Je n'ai pas répliqué à l'époque. L'image du leader est directement liée au crédit de l'entreprise. Si le fait qu'il agisse comme un directeur confiant profitait à l'entreprise et aux employés, mon nom m'était égal. J'y ai cru et j'ai choisi le silence, mais je réalisais maintenant que ce silence avait nourri son arrogance et lui avait donné l'immunité de m'insulter. Monsieur Bernard. La voix de Robert était très rauque. Il souleva d'une main tremblante l'un des documents que je lui avais remis. Le registre des actionnaires mis à jour. Selon ce registre, c'est votre épouse qui possède 70% des droits de vote de l'entreprise. Vous n'en avez que 20%. Un son stupide s'échappa de la bouche de Charles. De quoi parlez-vous? Les 70%? Bien sûr, nominalement, oui. Mais cela appartient à l'entreprise que nous avons créée ensemble après nous être mariés. Comme nous sommes mariés, en pratique, ce sont aussi mes actions. Je suis le directeur général. À l'instant où Charles éleva la voix, Robert secoua la tête avec une expression de désespoir. Vous vous trompez. Être directeur général et être le propriétaire de l'entreprise sont deux choses complètement différentes. Les paroles lourdes de l'avocat transformèrent l'ambiance du salon. De plus, selon les cris de l'avocat de votre épouse, Maître Ferdinand, ces 70% des actions ont été acquises au moment de la fondation avec les biens propres de Madame Dubois, c'est-à-dire avec l'héritage de sa famille et ses économies personnelles. Lors des augmentations de capital ultérieures, des fonds personnels de votre épouse ont également été utilisés. Si cela est vrai. Robert déglutit difficilement. Il est très probable que cela soit considéré comme un bien propre exclu de la communauté de biens et du partage des biens. En résumé, si le divorce que votre épouse vient de signer est accepté, elle deviendra l'actionnaire majoritaire absolu et vous passerez pour un simple dirigeant embauché par la personne qui détient la majorité des voix. Je vis le sang disparaître d'un coup du visage de Laure. Elle avait l'intention d'épouser le directeur qui avait en main le contrôle total de l'entreprise. Un instant. Qu'est-ce que cela signifie, Charles? Tu m'as dit que tu étais le propriétaire de l'entreprise. Laure secoua violemment le bras de Charles. Calme-toi, Laure. Ce ne sont que des formalités légales.
J'ai le mérite d'avoir gagné de l'argent en tant que directeur. Il est impossible qu'elle puisse bouger l'entreprise. Charles tenta de se ressaisir désespérément, mais sa voix tremblait. J'observais en silence leur échange pathétique. Charles croyait que s'il me renvoyait du cadre d'épouse, il pourrait aussi m'éliminer complètement de l'entreprise. Mais il commettait une erreur fatale. Je n'avais pas soutenu l'entreprise en étant son épouse. Je l'avais fait parce que j'étais une personne avec les droits et responsabilités absolus d'être la fondatrice, l'actionnaire principal et la caution solidaire des prêts. Madame Dubois. Je regardais Robert, qui m'avait appelé par mon nom de jeune fille, surprise qu'il ait levé les yeux. Mon rôle d'acquiescer en silence, caché derrière mon mari, était terminé. La seule chose à laquelle j'ai consenti est de mettre fin à ma relation matrimoniale avec lui. Quant aux actions de l'entreprise et à la liquidation de cette maison acquise avec mes biens propres, cela sera traité strictement selon la loi et les contrats par l'intermédiaire de mon représentant. Maître Ferdinand. Devant ma voix sereine mais ferme, le visage de Charles se teinta d'un rouge foncé de colère. Ne me faites pas chier. Vous essayez de me menacer? Il se leva et frappa violemment la table. Cependant, plus il criait, plus il prouvait qu'il n'avait absolument rien et le document le plus terrifiant que j'avais préparé restait entre les mains de Robert. Ne me fais pas chier. Tu essaies de me menacer? Le cri de Charles fit vibrer les vitres du salon, criant fort pour intimider l'autre personne face à une réalité qui ne se déroulait pas comme il le voulait. C'était l'outil le plus lâche et le plus efficace qu'il avait appris ces dernières années. Chaque fois que j'entendais cette voix, je ressentais toujours une asphyxie, comme si j'étais acculé dans une pièce sombre. Depuis que l'entreprise avait dépassé les plusieurs centaines d'employés et que nous avions déménagé dans le bâtiment moderne de l'avenue des Champs-Élysées, l'attitude de Charles avait changé de manière subtile, mais définitive. Dans les interviews pour les magazines ou les discours aux clients, il disait toujours la même chose, j'ai monté cette entreprise de zéro et seul. Mon existence avait été complètement effacée des lèvres de cet homme qui, au début, disait avoir fondé l'entreprise avec son épouse. La nuit où je lui en ai parlé calmement, il m'a répondu de très mauvaise humeur, personne ne s'intéresse à parler des gens qui ne se montrent pas. C'est mon talent qui a fait grandir l'entreprise jusqu'à ce point. Tu n'as qu'à bien te comporter et rester à la maison. Ces mots me transpercèrent la poitrine comme une lame de rasoir froide. Le fait que je me sois retiré du front pour m'occuper de ma mère ne signifiait nullement que j'abandonnais l'entreprise, de la maison, je vérifiais les chiffres mensuels, lisais d'épais contrats et continuais à le soutenir dans l'ombre afin qu'il puisse se battre tranquillement à l'extérieur. Mais pour lui, mes efforts invisibles étaient déjà comme s'ils n'existaient pas. Et celle qui s'installa comme sa nouvelle compagne aux côtés de cet entrepreneur arrogant fut Laure. En tant que directrice de communication, elle organisait les événements d'anniversaire, l'accompagnait lors de ses interviews avec les médias et lui préparait même les voyages d'affaires. Les rares fois où j'allais au bureau, Laure se plaçait toujours très près de Charles, se comportant comme si elle était l'épouse du directeur. Quand je la saluais, elle détournait simplement le regard, ennuyée. Charles avait mis cela dans la tête de Laure, ma femme ne s'intéresse ni à l'entreprise ni à la famille. Les actions sont à son nom uniquement parce que nous sommes mariés. En pratique, cette entreprise est entièrement à moi. J'ai été progressivement dépouillé de ma place dans l'entreprise, relégué à une existence sans valeur qui ne vivait que grâce au directeur. Si je répliquais, Charles élevait la voix en disant « Grâce à qui manges-tu » Il a mal interprété le silence que j'avais choisi pour protéger l'avenir de l'entreprise et des employés comme une faiblesse de son épouse et est devenu de plus en plus vaniteux. Le fait décisif s'est produit il y a quelques mois. Je vérifiais sur mon ordinateur à la maison les documents de la clôture comptable mensuelle. Mes doigts, qui suivaient la série de chiffres, s'arrêtèrent net sur une ligne. Les frais de représentation et de relations publiques avaient anormalement et injustement augmenté depuis quelques mois. Il n'y avait aucune indication que les projets publicitaires avaient augmenté, et pourtant, des frais d'hébergement dans des hôtels de luxe, des repas dans des restaurants réservés, des articles de marque. Des meubles très chers et même le contrat de location d'un appartement de luxe en plein quartier du Marais figurait comme dépenses de l'entreprise sous le concept de résidence pour les dirigeants du service communication. Il n'existait dans notre entreprise aucun poste de dirigeant dans le service communication. La directrice de communication, Laure, n'était qu'une employée sans poste au conseil. Cette nuit-là, je montrai à Charles les documents imprimés lorsqu'il rentra à la maison. Quels sont ces frais? Cela ne peut pas être justifié comme une dépense de l'entreprise. Face à mon observation, Charles montra une expression de nervosité un instant,
mais aussitôt, avec son attitude intimidante habituelle, il me cria, « Quelqu'un qui ne met pas les pieds au bureau n'a pas à se mêler de tout. » Ce sont des dépenses que moi, en tant que directeur, j'ai jugées nécessaires. Le loyer du logement n'a pas été approuvé par le conseil d'administration et en plus, ses frais d'hôtel sont. Charles balaya un verre de la table et le son aigu du verre brisé coupa mes paroles. Tu ne fais que dormir à la maison. Qu'est-ce que tu vas savoir de la gestion? Si tu as une plainte, viens me le dire quand tu gagneras autant que moi. Les morceaux de verre brisé étaient éparpillés sur le sol. Charles me foudroyait du regard en respirant bruyamment. Si je continuais à enquêter, je n'en sortirais pas indemne. Cette menace silencieuse flottait clairement dans ses yeux. Normalement, mon esprit se serait brisé à ce moment-là. Voir mes 18 ans de dévouement rejetés, être insulté et voir l'argent de l'entreprise que j'avais créée être utilisé pour une femme inconnue. Cette réalité était suffisamment cruelle pour me pousser dans une profonde obscurité mentale. Cependant, en regardant les morceaux de verre éparpillés, mon cœur fut enveloppé d'un silence aussi glacial que la glace. Plus que par la tristesse. Je ne criais pas et ne m'accrochais pas à lui. J'allais simplement chercher un balai et une pelle et nettoyer les morceaux de verre en silence. Charles dut penser que je m'étais complètement soumise. Il laissa échapper un rire moqueur et disparut vers la chambre. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que le lendemain, je contactais secrètement Monsieur Didier, l'auditeur externe de l'entreprise, et, exerçant mes droits légitimes d'actionnaire majoritaire, lui demandais une enquête exhaustive sur l'utilisation inappropriée des fonds de l'entreprise. Et maintenant, dans le présent, ne me fais pas chier. Tu essaies de me menacer? La voix de Charles, qui criait devant moi, le visage rouge, était aussi violente et intimidante que celle de cette nuit-là, mais pour moi, maintenant, sa voix ne me faisait pas la moindre peur, car plus il aboyait, plus le nœud se resserrait autour de son propre cou, sans qu'il ne s'en rende compte. Le regard de l'avocat Robert n'était plus dirigé vers Charles qui criait. Les mains tremblantes de Robert s'avancèrent encore plus loin dans la liasse de documents que je lui avais remis. Ce qui apparut fut le rapport préliminaire de l'audit externe que Didier avait enquêté et élaboré en secret pendant des mois. La respiration de Robert se coupa net. Il y figurait une liste de preuves détaillées jusqu'au dernier centime, et de manière implacable, de la façon dont Charles avait privatisé les fonds de l'entreprise, les détournant pour payer l'hébergement de l'or, les voyages et même les hôtels pour leurs rencontres secrètes. Chaque fois que les doigts de Robert tournaient une page du rapport préliminaire, on entendait un bruit sec. Seul ce son résonnait dans le salon qui était devenu étrangement silencieux. « Monsieur Bernard, vous m'avez expliqué que votre relation extra-conjugale a commencé après que vous ayez décidé de divorcer, n'est-ce pas ?» demanda Robert à voix basse et sans lever la tête. « Ah, oui. Ma relation avec Lucie était déjà rompue depuis longtemps. J'ai commencé à sortir avec Laure après cela. » Charles maintenait toujours son attitude provocante, mais en voyant l'une des feuilles que Robert déploya sur la table, la couleur du visage de Charles changea. C'étaient des registres d'hébergement dans un hôtel de luxe payé avec les frais de l'entreprise. La date était d'il y a plus d'1 an, bien avant que Charles ne commence à me dire que notre relation matrimoniale était rompue. Comment expliquez-vous cette date? De plus, le nom de la personne qui vous accompagnait ici est Laure Leroy, la directrice de communication de votre entreprise, n'est-ce pas? Le regard aigu de Robert se posa sur Laure assise à côté de Charles. Laure tressaillit et s'accrocha au bras de Charles. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai seulement accompagné le directeur lors d'un voyage d'affaires. C'est quelque chose de normal en tant que travail de relations publiques, tenta de se défendre Laure désespérément, mais l'expression de Robert restait froide comme la glace. Alors, comment expliquez-vous cette dépense? Le contrat de l'appartement de luxe dans le quartier du Marais, où habite Mademoiselle Leroy, est au nom de l'entreprise sous le concept de logement pour dirigeants de communication, mais Mademoiselle Leroy n'est pas membre du conseil. De plus, tous les meubles chers et les appareils électroménagers de cet appartement ont été facturés comme dépenses de l'entreprise. Robert déployait les documents probants sur la table les uns après les autres, frais d'hôtel, articles de luxe, repas au restaurant. Selon le rapport d'audit externe, tout cela constituait un détournement de fonds de l'entreprise. Charles regardait les documents éparpillés sur la table comme s'il voyait quelque chose d'impossible. Les mensonges qu'il était sûr de ne jamais voir découverts étaient maintenant complètement exposés à la lumière du jour. Non, ce sont des frais de représentation légitimes en tant que directeur. Le responsable maximum de l'entreprise a cette autorité. Charles éleva la voix désespérément,
mais dans cette voix il ne restait plus l'intimidation d'avant, seule l'anxiété et la peur s'y mêlaient. Autorité sur les frais de représentation, Monsieur Bernard, vous êtes le directeur général de l'entreprise. Pas un monarque absolu, lui lâcha Robert avec une cruelle réalité. Détournement de fonds de l'entreprise. Ce n'est plus un simple problème de divorce matrimonial, c'est un acte grave de déloyauté envers la société. Et dans le pire des cas, nous pourrions parler d'un délit d'abus de confiance. Devant ces mots, la couleur disparut complètement du visage de Laure. L'argent de l'entreprise, murmura-t-elle d'une voix tremblante, regardant Charles d'en bas comme le suppliant. Charles, tu as dit que cet appartement et ses voyages étaient payés avec ton argent. Je ne savais pas que c'était de l'argent de l'entreprise. Laure paniqua en réalisant que la vie luxueuse qu'elle croyait avoir acquise était en réalité volée de la poche d'autrui. Tais-toi. Tais-toi un instant, lui cria Charles. Une vilaine fissure commença à s'ouvrir entre les deux qui, il y a un instant, célébraient leur victoire. J'observais cette scène en silence. La terreur et la confusion qu'il ressentait maintenant n'étaient rien comparées au désespoir que j'avais supporté seul pendant ces années. Lucie, tu m'as tendu un piège, n'est-ce pas? Charles me regarda avec des yeux injectés de sang. Ce n'est pas un piège. J'ai simplement fait enquêter sur les dépenses illicites en tant qu'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Je voulais juste confirmer à qui appartenait le crédit qui générait cet argent dont tu te vantais tant d'avoir gagné par tes propres efforts. Face à mes paroles sereines, Charles ne put rien répondre. Et à l'intérieur de l'enveloppe que j'avais préparée, il restait encore la dernière feuille pour les acculer complètement. C'était l'invitation au lieu qu'il redoutait le plus. Les mains de Robert sortirent le dernier papier qui restait au fond de l'enveloppe. Un papier blanc et de bonne qualité, un peu épais. C'était l'un des documents ayant le plus de poids pour une entreprise. La convocation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le son du souffle coupé de Robert résonna dans la pièce. L'ordre du jour indiquait « Enquête sur l'exécution des fonctions du directeur général et proposition de destitution du poste de membre du conseil d'administration ». En voyant cela, Charles se leva et arracha violemment le papier des mains de Robert. « Qu'est-ce que cela signifie ? Qui a l'autorité de convoquer cela de son propre chef ?» cria-t-il, le visage rouge de fureur, mais en voyant le nom scellé en bas du papier, ses mouvements se paralysèrent complètement. Y étaient écrites les mots « Actionnaire majoritaire Lucie Dubois », avec ma signature légalement contraignante. Ne me fais pas chier. Je suis le directeur de cette entreprise. Cette saleté de papier, je l'annulerai tout de suite avec mon autorité. Charles fit le geste de froisser le papier et de le jeter, mais Robert l'arrêta d'une voix froide. C'est impossible, Monsieur Bernard. Dans cette voix, il ne restait plus aucune trace de l'adulation envers son client qu'il avait quelques minutes auparavant. L'organe de décision suprême d'une société anonyme n'est pas le directeur, mais l'assemblée des actionnaires. Et Madame Dubois est l'autorité absolue qui possède 70% des actions émises. Avec son vote favorable, qui détient la majorité, elle peut vous destituer de votre poste de directeur général à tout moment. C'est la loi. La main levée de Charles resta en l'air comme si elle avait perdu sa direction. Je regardais en silence le verre de thé froid dont les glaçons avaient déjà fondu sur la table. Des gouttes d'eau glissaient sur la surface du verre, assombrissant le sous-verre en tissu. Charles m'avait toujours rabaissé comme une femme au foyer inutile qui ne faisait rien, moi qui étais le fondement invisible sur lequel il se tenait pour être sous les feux de la rampe à l'extérieur. Il avait commodément effacé ce fait crucial de sa mémoire. Il y a quelques années, lorsque l'entreprise a déménagé dans le flambant neuf bâtiment actuel sur l'avenue des Champs-Élysées, nous devons obtenir un énorme prêt bancaire de plusieurs millions d'euros. Charles se vantait fièrement d'avoir convaincu le représentant de la banque avec son bagout commercial. Mais les institutions financières du monde réel ne sont pas aussi naïves que de prêter d'énormes sommes d'argent uniquement pour une passion oratoire. Celle qui a signé comme caution solidaire dans l'épais contrat financier au sein de l'imposant bureau de la banque, c'était moi, en garantissant les propriétés que j'avais à titre personnel avant le mariage et l'héritage de mon grand-père. L'entreprise a pu obtenir pour la première fois le crédit pour mobiliser de grandes quantités de fonds. Ce qui soutenait les fondations de l'entreprise n'était pas le visage du directeur qui apparaissait sur les photos, mais ma solvabilité en signant en arrière-plan. Je n'ai jamais fait étalage de ce fait. Je suis resté caché pour qu'il puisse regarder devant lui en toute tranquillité. Il a pu se maintenir sur le piédestal de directeur uniquement parce que j'étais en dessous, le soutenant de toutes mes forces. Attendez, ce document aussi.
Robert ramassa un autre papier parmi les documents éparpillés sur la table. C'était une note simple du registre de la propriété de la maison où nous nous trouvions. Monsieur Bernard, vous avez dit que cette maison était aussi votre propriété et que c'est pourquoi vous alliez expulser Madame Dubois. Cependant, selon le registre, la majeure partie des fonds d'achat de ce terrain et de ce bâtiment a été payée avec les biens propres antérieurs de Madame Dubois. Il vous est légalement impossible d'installer Mademoiselle Leroy ici de votre propre chef ou d'expulser Madame Dubois sans un sou. En entendant cette sentence, le visage de Laure se tendit complètement. Elle regarda le visage de Charles d'en bas comme si elle voyait quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Charles n'a absolument rien à lui en réalité? La voix de Laure tremblait légèrement. Elle réalisait que le poste de jeune et belle épouse de directeur et la vie de luxe qu'elle croyait avoir acquise n'était qu'un mirage. Elle n'avait fait que mener une vie de luxe avec de l'argent provenant de la poche de l'épouse d'un autre homme. Charles se mordit les lèvres avec force et me foudroya du regard, les yeux injectés de sang. Tu m'as trompé tout ce temps. Tu me tenais à ta merci et tu te moquais de moi derrière mon dos. Ignorant ses propres erreurs et tentant de tout me reprocher par ses cris, je levai lentement la tête et le regardai directement dans les yeux. Je ne t'ai jamais trompé une seule fois. Ma voix calme coupa l'air du salon plus clairement que ses cris. Les contrats, le registre de la propriété et les responsabilités de la caution, tout cela était des faits inébranlables qui ont toujours été là depuis le début. C'est toi qui as décidé de ne pas les voir, aveuglé par ton ego et tes désirs. Un son étouffé s'échappa de la gorge de Charles. Je n'ai pas l'intention de couler émotionnellement l'entreprise dont dépendent les familles des employés. C'est précisément pour cela que je ne peux pas permettre que l'entreprise soit privatisée de cette manière. Si tu es vraiment un homme digne de rester assis sur la chaise de directeur, cela sera jugé strictement lors de l'assemblée des actionnaires dans un mois. De l'extérieur de la fenêtre, le chant des cigales lointaines se faisait entendre, perçant les tympans. Le silence que j'avais gardé pendant 18 ans pour le protéger s'était maintenant transformé en le plus grand poids pour le juger et se l'était planté directement dans la gorge. Le visage de Charles s'était assombri par la colère et l'humiliation. Son immense fierté ne pouvait simplement pas accepter le fait que le royaume dont il se croyait souverain absolu n'était qu'un château de sable tenu dans la paume de ma main. Très bien, si tu te mets comme ça, j'ai aussi mes plans. Charles parla d'une voix basse qui semblait traîner. Dans ses yeux nichait une malice claire et un désir égoïste de vengeance envers moi. Je démissionnerai de cette entreprise. En échange, je prendrai tous les clients et les meilleurs employés et je monterai une nouvelle entreprise. Il posa les deux mains sur la table et se pencha en avant pour me regarder d'en haut. Une femme de bureau comme toi, qui n'a jamais été en première ligne, ne peut pas faire de directrice. Même la banque retirera les fonds immédiatement si le responsable, qui suis moi, disparaît. On entendit la voix suppliante de Laure à ses côtés. Charles lui passa le bras autour de l'épaule et, avec une attitude encore plus triomphante, continua. Si je pars, cette entreprise sera une coquille vide. Il ne te restera que l'immense dette en tant que caution. Si ça te convient, fais ce que tu veux. Je vais fonder une entreprise beaucoup plus grande avec Laure, à partir de zéro. C'était une ligne qu'il n'aurait jamais, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, dû franchir. Le directeur général, qui doit veiller aux intérêts de l'entreprise, avait ouvertement déclaré qu'il détruirait la société pour se sauver et satisfaire son ego. Je ressentis une profonde peine avant même la tristesse. Il n'avait vraiment rien compris. Monsieur Bernard, êtes-vous fou? Celui qui parla avant moi fut l'avocat Robert. Il plissa les yeux derrière ses lunettes et lança un regard glacial et méprisant à Charles, un directeur général en exercice qui emmène les clients et les employés de l'entreprise pour fonder une entreprise. C'est clairement un délit d'abus de confiance. Non seulement vous ferez face à une gigantesque réclamation pour dommages et intérêts de la part de l'entreprise, mais vous pourriez même être poursuivi pénalement pour déloyauté envers l'entreprise. Devant l'observation de Robert, le visage de Charles se contracta de nouveau. De plus, vous n'avez ni la capacité financière ni la solvabilité pour monter une nouvelle entreprise. Comme il est clairement apparu dans les documents il y a un instant, votre crédit jusqu'à présent s'est maintenu grâce au patrimoine et à la caution de Madame Dubois. Quelle banque va vous prêter des millions à vous qui avez détourné des fonds de l'entreprise et qui n'avez aucun patrimoine? Les faits bruts bloquèrent complètement la voie de sortie de Charles. Non, j'ai du talent. N'importe qui dans le secteur connaît mon visage. Être connu et avoir une solvabilité sont des choses différentes, lui dis-je tranquillement.
Les contrats que tu as signés avec les clients l'ont été au nom de l'entreprise. Ce n'étaient pas des millions d'euros qui bougeaient uniquement grâce à ton charisme personnel. C'est une solvabilité qui existait grâce au système de l'entreprise et aux employés qui la soutenaient. Tais-toi, ne me fais pas la morale avec ces airs de grandeur. Charles finit par perdre son sang-froid et tendit la main vers la liasse de documents que j'avais préparés sur la table. Le bruit désagréable du papier qui se déchire résonna dans le salon. Il commença à déchirer au hasard les copies du registre des actionnaires et des documents d'audit que j'avais apportés, les jetant par terre. Il n'y a plus de preuves. L'entreprise est à moi. Je ne la donnerai à personne. Les morceaux de papier éparpillés comme des confettis. Son image, respirant bruyamment, n'était absolument pas celle d'un dirigeant compétent, mais celle d'un enfant en pleine crise de colère. Laure, effrayée par cette étrange scène, recula pour prendre ses distances avec Charles. « Madame Dubois, je vais appeler la police avant que cela ne dégénère en violence physique. » Robert tenta de sortir son téléphone portable, mais je hochai la tête en silence et l'arrêtai. « Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il vient de casser sont des copies. Les originaux sont conservés en toute sécurité dans le coffre-fort de mon avocat, Maître Ferdinand. » En entendant mes paroles froides, les mouvements de Charles s'arrêtèrent complètement. Il alterna son regard entre les papiers déchirés sur le sol et mon visage, ouvrant et fermant la bouche. L'acte de vandalisme qu'il avait commis, poussé par la colère, n'avait servi qu'à démontrer sa propre impuissance. Les innombrables morceaux de papier éparpillés sur le sol n'étaient rien d'autre que les restes de son minuscule orgueil. Robert soupira profondément. Puis il commença à ranger bruyamment les documents qui lui appartenaient dans sa mallette. « Monsieur Bernard, mon travail se termine ici, » dit-il d'une voix robotique implacable. « Robert, qu'est-ce que vous dites ?» Charles tenta de s'accrocher à lui, pris de panique, mais Robert secoua sa main avec froideur. « J'ai accepté cette mission en tant que représentant pour un accord amiable de divorce. Cependant, je n'ai absolument aucune intention d'être complice d'actes clairement illégaux comme le détournement de fonds d'entreprise ou la dissimulation de patrimoine. Cela va à l'encontre du code éthique de l'avocature. » Robert ferma la fermeture éclair de sa mallette et se leva. « Continuer à être impliqué avec vous représente un risque trop grand. Je vous enverrai la facture des consultations que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui plus tard. Avec votre permission. » « Attendez, Robert. » Ignorant les supplications de Charles, Robert quitta précipitamment le salon. Le bruit lourd de la porte principale qui se fermait résonna dans toute la maison. Abandonné par l'expert qu'il croyait être son plus grand allié, Charles s'effondra au sol. Laure aussi tremblait, le visage pâle. « Charles, qu'est-ce qui va m'arriver ? Cet appartement était de l'argent de l'entreprise. Alors je suis comme une voleuse ? » Laure secoua les épaules de Charles en pleurant à chaudes larmes. « Tais-toi, moi aussi je suis une victime. » « Victime ? De quoi vas-tu être victime, toi ? Tu m'as dit que tu étais un directeur riche. » Une vilaine dispute. L'image du couple qui, il y a quelques minutes, riait triomphalement devant moi, n'existait plus. Je l'ai regardé d'en haut en silence. Mon représentant légal, l'avocat Ferdinand, et le chef de l'audit externe, Monsieur Didier, sont déjà en marche. Face à mes paroles, les deux tressaillirent et me regardèrent. Nous avons déjà expliqué la situation aux banques, qui sont notre principale source de crédit, et nous avons commencé à négocier. Je leur ai communiqué que je ne retirerai pas ma caution immédiatement pour ne pas couler l'entreprise et nous avons convenu d'une période de transition. Le visage de Charles se contorsionna de désespoir. Sa supposition que je détruirais l'entreprise, emporté par mes émotions, avait complètement échoué. Toi. Je ne te licencierai pas en me laissant emporter par mes émotions. Nous tiendrons le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires formellement, en respectant la loi. Là, nous exposerons devant tous les dirigeants et actionnaires les résultats de l'enquête sur le détournement des fonds de l'entreprise. C'était la déclaration de la condamnation sociale qu'il redoutait le plus. Le fait honteux d'avoir détourné de l'argent de l'entreprise pour payer les frais de subsistance de son amante serait exposé devant ses subordonnés et ses mentors. Mademoiselle Leroy, vous n'êtes pas une exception non plus. Quand je lui lançai le regard, Laure étouffa un cri aigu. Il sera rigoureusement vérifié si vous utilisiez cet appartement et ces meubles chers en sachant qu'ils étaient payés avec les fonds de l'entreprise. Si cela est considéré comme un enrichissement illicite, l'entreprise exigera logiquement votre restitution.
Je ne peux pas payer des centaines de milliers d'euros. Laure se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots sur le sol. Elle avait été arrachée à son doux rêve d'épouse de directeur et faisait maintenant face à la réalité d'une dette gigantesque. S'il vous plaît, retirez-vous pour aujourd'hui. Je montrai l'accord de divorce qui était resté sur la table. Je me chargerai de déposer ce document à l'état civil. Commencez dès aujourd'hui cette nouvelle vie que vous désiriez tant. Charles et Laure n'avaient même plus l'énergie de répondre. Ils se levèrent en traînant les pieds et se dirigèrent vers la porte à pas lourds. Laure avait le maquillage qui coulait à cause des larmes et Charles, le dos voûté, semblait avoir vieilli d'un coup. La porte se referma et le silence revint dans le salon. J'expirai profondément et commençai à ramasser les papiers déchirés éparpillés sur le sol. Ce n'était pas encore fini. La véritable bataille pour en finir complètement avec leurs mensonges et ramener l'entreprise à son état normal venait de commencer. Cet après-midi-là, expulsés de la maison, Charles et Laure montèrent dans un taxi en silence complet. À l'intérieur de la voiture, l'ambiance dut être extrêmement pesante, mélange de ce parfum doucereux et de la sueur froide du désespoir. Le lendemain matin, Charles se présenta au bureau comme si rien ne s'était passé. Il se disait sûrement, comme je suis le directeur, je n'ai qu'à agir avec fierté. Les employés ne savent rien, donc si je maintiens ma dignité, je peux transformer les paroles de Lucie en mensonges. Cependant, en ouvrant la lourde porte du bureau de direction, ses pas s'arrêtèrent sur son bureau, habituellement impeccablement rangé. Il y avait plusieurs épais dossiers empilés qui ne lui étaient pas familiers. On frappa à la porte. Celui qui entra était le chef de l'audit externe, Didier. Didier est généralement un homme affable, mais ce jour-là, son expression était froide comme la glace. « Bonjour, monsieur le directeur. Excusez-moi de la hâte. Mais j'aimerais confirmer quelques points concernant les frais de représentation de l'année dernière, dit Didier de manière aseptique en ouvrant son classeur. Une sueur froide coula le long du dos de Charles. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, j'ai une réunion importante avec un client. Remettez cela à plus tard. Charles tenta de le chasser avec son attitude hautaine, mais Didier ne céda pas d'un millimètre. Vous n'avez aucune réunion programmée. Mais plus important encore, voici cette facture. Ce que Didier lui montra était une copie de la facture de l'hôtel de luxe où il avait séjourné avec Laure. Elle est au nom de l'entreprise. Mais la nature de la dépense a été traitée à blanc. Ce jour-là, la directrice de communication vous accompagnait également, mais aucun rapport d'activité professionnelle n'a été présenté. De plus, concernant cet historique d'achat de meubles de luxe, il figure comme mobilier du bureau de direction, mais il n'y a rien de tel ici. Cela se trouve dans un entrepôt. Pour une utilisation ultérieure, la voix de Charles sonna forcée. Didier nota tranquillement ce mensonge désespéré. Je vois. Alors, plus tard, j'inspecterai cet entrepôt. Au fait, à partir d'aujourd'hui, l'approbation des dépenses du directeur nécessitera un double contrôle du dirigeant financier. Que dites-vous? Vous essayez de me retirer mon autorité? C'est une demande formelle de l'actionnaire majoritaire, une mesure d'urgence pour protéger le patrimoine de l'entreprise. Face aux paroles de Didier, Charles resta sans voix. Au sein de l'entreprise qu'il considérait comme son château, son pouvoir était déjà lié par des fils invisibles. Au même moment, au service communication où Laure aurait dû travailler, son smartphone commença à sonner avec insistance. C'était l'agence immobilière qui gérait l'appartement de luxe où elle vivait. Vous êtes mademoiselle Leroy? Voyez-vous, nous avons reçu une notification de résiliation de contrat à la fin de ce mois de la part de l'entreprise locataire. Laure sentit son sang se glacer. Résiliation? Attendez un moment. On ne m'a rien dit de cela. Non, nous avons reçu un document officiel de l'avocat représentant de l'entreprise. Ils allèguent que le contrat est résilié parce qu'il n'existe pas de poste de dirigeant réel à votre fonction. Par conséquent, nous vous demandons de quitter le logement avant la fin du mois. Laure raccrocha avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre et courut vers le bureau de direction. Elle était sûre que si elle se plaignait au directeur, il arrangerait tout. Elle ouvrit brusquement la porte du bureau de direction. Cependant, ce qu'elle y vit était la figure d'un homme impuissant, pâle devant Didier et incapable d'articuler un mot. « Charles, qu'est-ce que cela signifie? On me chasse de l'appartement, cria Laure en s'approchant en courant, mais Charles ne la regarda même pas en face. « Tais-toi. Tais-toi un instant. Je n'ai pas le temps pour ça. »
Comment ça, tu n'as pas le temps? Je me retrouve sans logement. La vilaine discussion des deux filtrait du bureau ouvert vers le couloir. Les employés qui passaient par là s'arrêtaient pour observer de loin. Cette façade que Charles avait désespérément cachée s'était maintenant fissurée au point que n'importe qui pouvait la voir. Le moment où la statue qu'il avait érigée en tant que directeur s'effondrerait complètement était imminent. Les cris et les pleurs qui résonnèrent depuis le bureau de direction se répandirent comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise. Jusqu'alors, Charles avait été un leader absolu et un symbole de succès pour les employés. Tous faisaient confiance à sa parole et personne ne doutait que s'il le suivait, l'entreprise grandirait davantage. Cependant, ce vernis de dignité s'était maintenant écaillé, laissant apparaître une pâle ombre. Quelques jours plus tard, tous les dirigeants furent convoqués d'urgence dans la salle principale des conseils de l'entreprise. Charles était assis à la présidence de la table. Il avait un aspect terrible et de très grosses cernes sous les yeux. Devant lui, Didier, l'auditeur externe, et Ferdinand, mon avocat représentant, étaient assis en silence. Ferdinand distribua un document officiel à tous les présents. C'est une convocation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. À la demande formelle de l'actionnaire principal, Madame Lucie Dubois, elle se tiendra dans 3 semaines. L'ordre du jour sera le rapport sur les graves soupçons concernant la gestion des fonctions de l'actuel directeur général, Monsieur Bernard, et la proposition de sa destitution. La voix calme de Ferdinand résonna dans la salle de réunion silencieuse. Les dirigeants alternaient des regards anxieux entre les papiers et le visage de Charles. Un moment. C'est une erreur. Charles donna un coup de pied à sa chaise et se leva d'un bond. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu laxiste avec certaines dépenses de représentation, mais c'est moi qui ai fait grandir cette entreprise jusqu'ici. Que adviendra-t-il des clients si je disparais? Que adviendra-t-il des employés? Il commença à argumenter désespérément à quel point il était indispensable pour l'entreprise. Jusqu'à présent, lorsqu'il parlait avec cette confiance, tout le monde lui donnait raison et obéissait à ses paroles. Cependant, Didier ouvrit son dossier et annonça les faits bruts. Les fonds de l'entreprise que le directeur a détournés pour son usage personnel s'élèvent, rien que pour ce que nous avons pu vérifier, à un demi-million d'euros. Le loyer de l'appartement de luxe de la directrice de communication, Mademoiselle Leroy. Des meubles très chers, des voyages privés. Tout cela sont des actes déloyaux qui nuisent gravement au patrimoine de l'entreprise. La salle de réunion se remplit de murmures. La relation avec l'or était déjà une rumeur qui courait dans l'entreprise, mais personne n'imaginait que les bénéfices de la compagnie qu'ils avaient gagnés à la sueur de leur front s'évaporaient pour financer les luxes de l'amante du directeur. De plus, je dois vous informer de quelque chose, continua Ferdinand sans se laisser interrompre. Actuellement, la personne qui garantit le grand crédit bancaire de l'entreprise n'est pas le directeur, c'est l'actionnaire majoritaire, Madame Lucie Dubois. Madame Dubois a communiqué à la banque son intention de retirer sa garantie si les irrégularités commises par le directeur ne sont pas corrigées. Cette déclaration équivalait à une condamnation à mort pour les dirigeants. Si la banque se retirait, l'entreprise se retrouverait sans liquidité instantanément et ferait faillite. Ils comprirent enfin que celui qui soutenait la survie de l'entreprise n'était pas le roi nu qui criait devant eux, mais cette épouse discrète qui n'avait jamais mis les pieds sur la première ligne. Écoutez, croyez-moi, elle n'a aucune idée du travail sur le terrain. Je protégerai cette entreprise. Charles cria jusqu'à s'époumoner, mais les regards froids des dirigeants n'étaient plus dirigés vers lui. Tous lisaient leurs documents en silence, s'essuyant la sueur froide sans dire un mot. Ce silence suffocant était la preuve la plus évidente qu'il avait complètement perdu sa crédibilité en tant que leader. De son côté, au service communication aussi, il se passait quelque chose d'anormal. Les gens avaient cessé de s'approcher de l'or. Jusqu'alors, elle avait bénéficié d'un traitement spécial en étant la favorite du directeur. Elle refilait le travail difficile aux filles de l'administration et n'apparaissait devant les médias que lors des événements glamour. Personne ne pouvait s'opposer à elle parce que derrière elle se tenait l'autorité absolue de Charles. Cependant, les rumeurs concernant les détournements de fonds du directeur et l'annulation de son appartement s'étaient déjà largement répandues parmi les employés de base. Laure, voici le brouillon de la note de presse d'aujourd'hui, dit un jeune employé en posant des papiers sur sa table d'un coup sec. Sa voix n'avait plus le ton flatteur d'avant. Elle était froide, comme celle de quelqu'un à qui l'on refile quelque chose d'ennuyeux. Et, qu'est-ce que c'est que ce brouillon? Il est plein d'erreurs. Réécris-le tout de suite. Laure cria de manière hystérique comme d'habitude,
mais le jeune lui rétorqua froidement, « Je suis désolé, Monsieur Didier a ordonné de revoir tout le budget et les protocoles de travail du service communication. Il semble que vos approbations ne soient plus valables, directrice. » Laure resta sans voix et regarda autour d'elle. Personne ne voulait établir de contact visuel avec elle. Elle sentait que tout le bureau murmurait en se moquant d'elle à voix basse tout en faisant semblant de regarder les écrans de leurs ordinateurs. L'avenir où elle se promenait dans l'entreprise avec des airs de grandeur en tant qu'épouse du directeur s'était complètement effondré. Elle réalisa enfin qu'on la méprisait comme complice d'une fraude. À mesure que la vérité éclatait, l'ambiance au bureau changea radicalement. Tous commençaient à prendre conscience avec terreur du poids de ces fondations invisibles que j'avais soutenues sans que personne ne le remarque pendant 18 ans. Dans le salon privé et silencieux d'un restaurant de luxe de Paris. Personne n'avait touché le magnifique plateau de jambon ibérique et de fruits de mer qu'on leur avait servi. Charles, le front baigné de sueur froide, inclinait profondément la tête devant le directeur d'un grand client assis de l'autre côté de la table. « Je vous prie de me soutenir pour fonder une nouvelle entreprise. Je vous promets de vous offrir un système supérieur à l'actuel pour la moitié du prix. » C'était une supplication désespérée. Son expulsion de l'entreprise était imminente. La seule voie qui lui restait était d'utiliser ses contacts pour voler les clients et s'établir de force. Il croyait avoir suffisamment de talent. Il était sûr que cet homme le suivrait. Cependant, le client posa lentement son verre de vin et laissa échapper un soupir lourd. « Monsieur Bernard, votre passion commerciale a été très appréciée par moi depuis longtemps, mais ce que nous recherchons, ce n'est pas la passion, mais la tranquillité et les garanties. » Le visage de Charles se contracta légèrement. « Garantie ? Je ne vous ai jamais causé de problème à votre entreprise. Avec mes références. Point hier, j'ai reçu une lettre très cordiale de Madame Lucie Dubois, l'interrompit le client. Dès qu'il mentionna ce nom, les paroles de Charles se paralysèrent. Le client lui lança un regard mêlant compassion et rejet catégorique. Avec la notification de changement de gestion de l'entreprise, elle nous a expliqué le solide système de garantie qui assurera nos contrats à partir de maintenant. Si nous pouvons vous confier le développement de systèmes de millions d'euros, c'est précisément parce que vous disposez d'une base financière robuste et d'une infrastructure qui nous garantit que quoi qu'il arrive, vous ne disparaîtrez pas. Je ne peux pas approuver un projet de plusieurs millions en me basant uniquement sur le visage ou la passion personnelle d'un dirigeant. Retirez-vous, s'il vous plaît. Une voix sereine l'invitant à partir. Charles ne put rien dire. Ce qu'il croyait avoir gagné grâce à son propre talent était soutenu par l'épais mur de solvabilité et de crédit que Lucie avait construit dans l'ombre. Sans cette base, ses poses de grandeur ne valaient absolument rien dans le monde impitoyable des affaires. Le crépuscule tomba sur le quartier moderne du Marais. L'intérieur de l'appartement semblait avoir été cambriolé. Laure fouillait désespérément des sacs et des marques, des chaussures de créateurs et des vêtements chers dans d'énormes cartons éparpillés sur le sol. Sur la table se trouvait un bordereau envoyé par un cabinet d'avocats, jeté négligemment. Il exigeait, avec des chiffres froids et percutants, le remboursement du loyer payé illégalement au nom de l'entreprise, des meubles luxueux et des voyages privés. La somme s'élevait à un montant astronomique qu'une employée de bureau ordinaire comme elle ne pourrait jamais payer de toute sa vie. La porte d'entrée s'ouvrit lourdement et Charles entra en traînant les pieds. Il avait la cravate dénouée et le visage émacié. Il ne restait aucune trace de son aspect arrogant habituel. En le voyant, Laure donna un coup de pied à une boîte et courut vers lui. « Charles, tu es en retard. Où étais-tu » Sa voix aiguë et hystérique se brisa. « Ceci est arrivé de l'entreprise. Il m'est impossible de payer tous ces milliers d'euros. Fais vite quelque chose. » Laure lui poussa le bordereau contre la poitrine, mais Charles, sans force, le repoussa et s'effondra lourdement sur le canapé du salon. « Tais-toi. Je viens de parcourir tout Paris en demandant des faveurs et en baissant la tête. Laisse-moi me reposer un peu. » « Te reposer ? Demain, on me vire d'ici. Tu as déjà loué un autre appartement et j'espère que tu vas avancer le paiement de cette lettre. »« Je n'ai pas d'argent. » Le cri de Charles fit vibrer l'air de la pièce. Laure haussa les épaules en sursautant et le regarda d'en haut avec incrédulité. « Comment ça, tu n'es pas le directeur ? Tu auras des économies. Mon compte bancaire est presque gelé par l'enquête de l'entreprise. Il n'y a pas une seule banque qui m'ait prêté de l'argent pour ma nouvelle entreprise, pas un seul client qui ait voulu me suivre. Et tout ça à cause de toi,
à force d'insister pour les hôtels de luxe et les caprices de marque. Une personne poussée à bout montre toujours les crocs à ceux qui sont les plus proches. Charles tentait de rejeter toute la responsabilité des actes provoqués par son propre ego et ses désirs sur Laure. Sur son visage, se reflétait clairement un mélange de colère et de mépris. « Ma faute ? Ne me fais pas rire. C'est toi qui m'as dit de ne pas m'inquiéter, que l'appartement et les voyages étaient payés par toi. » Laure le regarda avec dégoût et sourit de manière moqueuse. « Tu m'as menti en disant que tu étais le maître de l'entreprise. Tu traitais Lucie comme si elle était une dame inutile et il s'avère qu'en réalité, tu n'étais qu'un homme pathétique entretenu par sa femme. Et toi ?» Charles se leva et leva la main vers Laure. Mais elle ne recula pas et lui rendit un regard féroce. « Frappe-moi. J'appellerai la police. Si l'ex-directeur soupçonné de détournement se retrouve dans un scandale d'agression physique, tu vas directement en prison. » La main levée de Charles tremblait en l'air sans savoir où se diriger. La nouvelle vie et l'amour dont il parlait en étaient qu'une illusion répugnante et superficielle autour du doux miel de l'argent de l'entreprise. Dès que cela disparut, la seule chose qui resta entre eux fut la haine mutuelle et le besoin de se rejeter la faute. Laure ferma violemment la fermeture éclair de sa valise et se dirigea vers la porte sans lancer un seul regard à Charles. « Où vas-tu ? » ?»« Je rentre chez mes parents. Si je reste avec un pauvre menteur comme toi, tu ruineras toute ma vie. » Le bruit sec des talons s'éloigna et la porte se referma avec fracas. Charles resta complètement seul dans le salon en désordre. Par terre traînaient des vêtements et des relevés bancaires déchirés que Laure avait décidé d'abandonner il y a quelques jours seulement. Il avait serré sa jeune amante dans cette même pièce et s'était immergé dans une sensation d'omnipotence, comme s'il était le centre de l'univers. Il croyait qu'en se débarrassant de son épouse Lucie, il obtiendrait sa vraie liberté et briserait les chaînes qui l'entravaient. Mais ce qu'il brisa, ce ne furent pas les chaînes, ce fut la seule bouée de sauvetage à laquelle Lucie s'était accrochée pour qu'il puisse se maintenir debout dans la société. Dans la pièce silencieuse, un son aigu s'échappa de la gorge de Charles. Le désespoir de savoir qu'il avait commis une erreur irréparable montait lentement le long de ses pieds comme une eau trouble et glacée. Dans la salle de réunion privée du dernier étage de l'immeuble des Champs-Élysées, d'épais et sombres nuages de pluie s'annonçaient par la fenêtre. J'étais tranquillement assise devant la grande table en acajou. À mes côtés, l'avocat Ferdinand et le chef de l'audit Didier examinaient d'épaisses liasses de documents en lançant des regards sévères. Sur le siège d'en face se trouvait Charles. Il ne restait rien de l'homme qui, il y a quelques jours, se promenait comme le maître de l'entreprise. Il avait une barbe de plusieurs jours et de lourdes cernes sombres. Son coûteux costume était plein de plis et lui-même semblait être enfoncé dans la chaise comme un cadavre. Voici le rapport d'audit final sur les dépenses irrégulières. Didier glissa une énorme pile de documents vers le centre de la table. Le bruit sourd des papiers frappa la salle. Les coûts de location de l'appartement de la directrice Leroy, l'achat du mobilier, les voyages personnels et les hébergements dans des hôtels. En calculant toutes ces sorties irrégulières extraites avec des justifications fictives, le montant que vous avez détourné à des fins privées s'élève à un total d'un demi-million d'euros. Un demi-million d'euros ? Charles sursauta en entendant le chiffre accablant. C'est impossible. C'est trop. Cela doit être une erreur. Charles approcha les papiers de ses mains tremblantes et tourna les pages. Mais là se trouvaient les registres implacables détaillés centime par centime, toutes les approbations signées par lui-même comme preuve. Ce n'est pas une erreur. Ce sont tous des faits confirmés. La voix de Didier était aseptique et glaciale. Monsieur le directeur, vous aviez une grave confusion. Vous sembliez croire que ce demi-million d'euros provenait d'énormes bénéfices excédentaires de l'entreprise et que vous les utilisiez librement. Mais Didier sortit une autre feuille, c'était la copie du contrat de prêt bancaire. Cette dépense frauduleuse a explosé depuis le printemps dernier et coïncide exactement avec la date à laquelle l'entreprise a reçu une importante extension de financement bancaire pour notre nouveau projet. Le peu de couleur qui restait sur le visage de Charles s'effaça. La personne qui a garanti ce prêt en hypothéquant ses propriétés personnelles, a été l'actionnaire principal, Madame Lucie Dubois. C'est-à-dire que vous avez dilapidé l'argent vital de l'entreprise que votre épouse avait obtenu en jouant son patrimoine personnel pour le donner à votre amante. Les paroles de Didier coupèrent l'air de la salle comme une lame aiguisée. Charles resta glacé, retenant son souffle. L'argent qu'il croyait être celui de l'entreprise et qu'il gaspillait à pleine main était l'effort cristallisé de sueur et de sang de l'épouse qui le soutenait.
Il avait dilapidé l'héritage que le grand-père de sa femme lui avait laissé juste pour acheter des sacs coûteux à une autre femme. Cet acte si dégoûtant parvenait enfin à être assimilé par sa tête. Ah! Un gémissement inarticulé sortit de la bouche de Charles. Accroché au papier, il commença à trembler convulsivement. Face à l'immensité du crime commis et devant des preuves irréfutables, son insignifiant orgueil fut complètement écrasé. Monsieur Bernard, commença Ferdinand d'une voix dépourvue d'émotion. En tant que représentant de Madame Lucie Dubois, je vous informe que nous exigeons la restitution immédiate de ce demi-million d'euros à l'entreprise. De plus, et de manière indépendante, nous procéderons à vous poursuivre pour dommages moraux et infidélité. Restitution immédiate? Charles regardait dans le vide. Je n'ai pas cet argent. Laure m'a abandonné et est partie. J'ai essayé de me mettre à mon compte et personne ne m'a écouté. Il ne me reste rien. Au bord du désespoir, il se leva, chancelant, et me regarda fixement de l'autre côté de la table avec des yeux suppliants. Lucie, je t'en prie. J'ai été un idiot. Tout a été de ma faute. Il s'appuya des deux mains sur la table et inclina la tête vers moi. Donne-moi une dernière chance. Cette entreprise a besoin de moi. Toi-même, tu aurais des problèmes si je disparaissais. Nous avons été ensemble pendant 18 ans. C'était une supplication désespérée. Sans plus se soucier de son orgueil, l'homme qui avant m'insultait en disant « J'ai créé cette entreprise seul et toi tu passes tes journées à dormir », était maintenant sur le point de pleurer, implorant pour sa vie. Je changerai. J'ai complètement rompu avec Laure. S'il te plaît, rends-moi l'entreprise. Ne me prive pas de mon sens de la vie, qui est d'être directeur. Sa voix pathétique retentit dans la salle de réunion. Je le regardais simplement en silence. Il n'y avait plus de traces de tristesse ni de colère en moi, seulement la froide confirmation de la superficialité et de l'égoïsme de l'homme que j'avais devant moi. Lentement, j'ouvris la bouche. Je n'aurai aucun problème. En entendant ma voix calme, Charles leva la tête, surpris. Dans ses yeux, il restait encore l'absurde espoir que je puisse lui pardonner. Il est vrai que ton talent pour les ventes a fait grandir l'entreprise à un moment donné. Je le reconnais justement, dis-je en prononçant chaque mot avec lenteur. Mais le fait d'avoir fait grandir l'entreprise ne te donne pas le droit de voler ses fonds. Ne te donne pas le droit d'utiliser l'argent garanti par le patrimoine d'autrui pour jouer avec ton amante. Lucie, je t'en supplie. Laisse-moi essayer encore une fois. Je vais tout arranger. Charles tenta de tendre les mains vers moi. Je détournai le regard avec froideur, interrompant ses supplications. Tu ne veux pas arranger notre mariage. Cette phrase fut celle qui lui porta le coup final. Tu n'aimais que le mode de vie sûr et confortable où tu étais soutenu par mon crédit et où tu avais le merveilleux titre de directeur général. Le visage de Charles se figea complètement dans le plus grand désespoir. Il réalisa enfin que j'avais tout vu. J'ai déjà signé le document qui met fin à notre mariage. En cessant d'être ton épouse, je n'ai aucune obligation de te soutenir. Désormais, je suis une simple actionnaire majoritaire qui destituera un dirigeant corrompu en appliquant la loi. Tout ce que j'avais souffert en le soutenant d'en bas pour protéger l'entreprise pendant 18 ans. Il comprenait enfin la valeur de tout cela, maintenant qu'il l'avait complètement perdu. Dans 3 jours, nous tiendrons l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Nous y approuverons ta destitution formelle en tant que directeur. Au moins, puisque tu as été la tête de l'entreprise, je veux que tu expliques la vérité aux employés de ta propre voix. Je finis de dire cela et me levai de ma chaise. Tandis que je me dirigeais vers la porte, j'entendis les lamentations de Charles effondrées, mais je ne me retournai pas. 3 jours plus tard, dans la plus grande salle de réunion du bâtiment des Champs-Élysées, une grande tension régnait à l'Assemblée générale des actionnaires. Tous les dirigeants et certains des premiers actionnaires minoritaires étaient présents. Normalement, Charles serait en tête, présidant la salle avec son arrogance, parlant de l'avenir brillant de l'entreprise. Cependant, aujourd'hui, on l'avait assis sur une petite chaise pliante, tout au fond. Son visage était creusé et grisâtre. Il ne restait aucune trace de son ancien charisme. À la présidence, sur le siège d'honneur préparé pour l'occasion, entrèrent Ferdinand, Didier et moi. Le regard de toutes les personnes présentes se concentra sur moi. Beaucoup de ces dirigeants me voyaient pour la première fois. Pour eux, j'étais toujours cette femme ennuyeuse, désintéressée de l'entreprise et simplement entretenue par le directeur.
C'était l'image que Charles leur avait construite. Mais aujourd'hui, devant eux se tenait la personne qui détenait 70% de la compagnie, la véritable leader des lieux. En m'asseyant, Didier se leva pour faire le rapport d'audit après les salutations protocolaires. Nous regrettons de devoir vous informer de cette gravité. La voix de Didier résonna solennelle dans la salle. Nous avons détecté de graves détournements de fonds de la part du directeur, Monsieur Charles Bernard. Le loyer de l'appartement, les meubles et les voyages pour la directrice de communication, Laure Leroy, s'élèvent, selon nos vérifications, à un demi-million d'euros. Le silence fut absolu, mais assourdissant. Tous ouvrirent les yeux et alternèrent leur regard entre l'épais rapport qu'on leur avait remis et Charles, affaissé au fond de la table. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave. Celui qui garantit le grand financement bancaire n'est pas le directeur, c'est notre actionnaire majoritaire, Madame Lucie Dubois, avec ses propres biens immobiliers. Le directeur a dilapidé cet argent d'exploitation pour des luxes personnels. Un dirigeant se leva, le visage rouge de fureur. Monsieur le directeur, est-ce vrai? Le silence fut rompu par les cris d'indignation. Ce sont les marges et les bénéfices que nous avons gagnés sur le terrain en nous tuant au travail avec le système informatique. Le directeur nous disait toujours de couper les budgets et il dépensait des millions pour son amante. C'étaient des cris de déception profonde de ceux qui lui avaient été fidèles tout ce temps. Charles se leva, pâle. Ce n'est pas ça. C'étaient des frais de représentation. Nous avions besoin de donner une image. Un mensonge si maladroit qu'il ne pouvait convaincre aucun professionnel des affaires ayant des années de carrière. Quel bénéfice apportent des meubles chers dans un appartement privé? S'il vous plaît, Monsieur Bernard, mettez fin à votre lamentable spectacle, dis-je tranquillement. La salle redevint totalement silencieuse. Tous me regardèrent. Je parlais d'une voix ferme et droite à Charles. Ce n'est pas une dispute conjugale. C'est un audit strict pour séparer le patrimoine de la compagnie du privé et protéger nos employés. Tu as toujours dit que tu avais construit cela seul. Mais une entreprise ne repose pas sur une seule personne, elle repose sur les employés en première ligne et sur ceux qui prennent le risque en arrière-plan. Tu as trahi tous ces efforts pour tes pathétiques désirs personnels. Charles tenta d'ouvrir la bouche, mais devant la dureté de mon regard, il la referma. En tant qu'actionnaire principal et en tant que garante, je ne tolérerai plus ces actions. Nous allons voter le point destitution de Monsieur Charles Bernard de son poste de directeur général. La sentence tomba sans appel dans la salle. Charles haussa les épaules en sursautant et regarda avec un air suppliant les autres dirigeants, comme s'il espérait que quelqu'un se souvienne de ses triomphes passés. Mais personne ne croisa son regard. Son charisme, en fait, pour moi-même, avait disparu à l'instant où l'argent avait disparu. Ceux qui votent pour, veuillez lever la main. Devant la voix de Didier, ma main se leva en premier. Avec mes 70%, la décision était unanime de par elle-même. Selon la loi, mais à mes côtés et dans toute la salle, les mains de tous les dirigeants et anciens actionnaires se levèrent dans un silence absolu. Sauf Charles, tous avaient la main levée. C'était le plus grand désaveu possible. Approuvé à la majorité absolue. Monsieur Charles Bernard est destitué de toutes ses fonctions aujourd'hui même, déclara Didier. Charles s'effondra de nouveau sur sa chaise en se couvrant le visage. Je le regardai une dernière fois, sentant intérieurement que je lui disais adieu pour toujours. Le rêve que nous avions partagé il y a 18 ans dans le petit appartement d'un vieux quartier de la banlieue parisienne était vrai, mais à partir du moment où il s'est aveuglé, a oublié les fondations et m'a trahi, nos deux chemins s'étaient irrémédiablement séparés. Prendre le contrôle de l'entreprise pour sauvegarder son avenir, c'était la dernière et la plus grande chose que je pouvais faire pour lui et pour les employés. Le jour où Charles quitta l'entreprise, il emporta une petite boîte en carton avec ses effets personnels et sortit par la porte de derrière. Personne ne le salua. Le dirigeant arrogant en costume qui arrivait en voiture officielle n'existait plus. Quelques jours plus tard, l'avocat Ferdinand déposa les plaintes pour dommages et infidélité contre Charles et Laure. Je ne voulais pas être vengeresse. J'ai demandé le montant légal juste, mais le véritable enfer pour eux ne fut pas cette plainte, ce fut celle du remboursement intégral à l'entreprise d'un demi-million d'euros. Laure fut également notifié en tant que complice. Et il devrait se présenter devant les tribunaux pour plaider l'ignorance. Un après-midi, un message de la réception de l'entreprise me parvint. Laure Leroy était là et exigeait de me parler personnellement. Je me rendis à la salle de visite. Laure était hagarde.
Il n'y avait aucune trace de maquillage, les cheveux emmêlés et les vêtements froissés. « Lucie, pourquoi m'as-tu cédé à Charles lors du divorce sans problème ?» cria-t-elle d'une voix hystérique. « Et maintenant tu lui retires l'entreprise et tu lui imposes cette dette énorme. » Pauvre Charles. Je ne ressentis ni pitié ni colère. Elle ne comprenait toujours rien. « Mademoiselle Leroy, j'ai seulement mis fin à ma relation matrimoniale, lui répondis-je sans élever la voix. Une entreprise n'est pas la propriété d'une personne. Votre volonté d'épouser Charles et de détourner de l'argent d'une compagnie sont des choses totalement différentes. Laure ne semblait pas comprendre, mais il disait que tout était à lui, que j'allais être la femme du président. Ce que tu aimais chez lui, c'était l'image illusoire de directeur et mon argent qui payait tes caprices, lui dis-je, implacable. Cette froide vérité fit tomber Laure à genoux, se couvrant le visage et pleurant. Le rêve brillant d'être une femme riche disparut, ne lui laissant comme seul héritage que d'être la complice d'une fraude économique. Je lui rappelai que tout se déroulerait conformément à la loi et quittai la salle. Le même après-midi, je reçus un appel d'un téléphone public inconnu. C'était Charles. « Lucie, s'il te plaît, ne raccroche pas, supplia-t-il d'une voix rauque et mourante. Il était évident qu'il avait épuisé tous ses contacts et que personne ne l'avait aidé. Si je n'étais pas là, cette entreprise n'aurait pas grandi. Il n'y a pas lieu de me détruire la vie pour avoir un peu dépassé les frais d'entreprise. J'ai besoin de toi. » Je regardai par la fenêtre le magnifique coucher de soleil de Paris. « Monsieur Bernard, répondis-je. Charles se tut. Vous avez brisé et piétiné votre propre matelas. Je valorise ce que vous avez donné à l'entreprise et je vous calculerai une bonne indemnité de départ. Mais ceci est à part. Vous n'avez besoin de moi que parce que je vous protégeais dans l'ombre pour que vous puissiez mener une vie douce. » Je le priai de ne parler à l'avenir qu'à travers mes avocats et raccroché. Puis je bloquai le téléphone. Les mensonges et l'orgueil des deux les avaient détruits. Je ne leur avais rien retiré qu'ils ne m'avaient pas volé auparavant. 6 mois plus tard, l'entreprise a un nouveau directeur général embauché de l'extérieur. J'ai décidé de séparer la propriété de la gestion et de ne pas m'asseoir dans le fauteuil de directrice. Nous avons instauré, avec l'aide de Didier, des systèmes de contrôle et d'audit rigoureux. Plus jamais une telle chose ne se produira. Nous n'avons pas révélé aux employés le cirque du divorce. Nous avons seulement expliqué les résolutions de manière transparente. Ils ont poussé un soupir de soulagement sous le nouveau climat de transparence totale. En tant qu'actionnaire majoritaire de l'entreprise, je supervise la croissance. Ma vie privée a enfin changé. J'ai retrouvé mon nom de jeune fille du bois et j'ai déménagé dans un petit appartement confortable à Paris. Loin du grand manoir du mari, je ressens la paix agréable de mes matinées là-bas. Jamais plus je n'effacerai mon nom pour le succès de personne. Je fais mes premiers pas pour vivre par moi-même. Un matin, je sortis sur le balcon et respirai l'air frais. Ce futur paisible est né de cette matinée d'été fatidique. Le mari s'était assis à côté de son amante et avait jeté un accord de divorce. Je suis désolé, mais je veux le divorce. J'ai signé sereinement en disant qu'il soit heureux. Il pensait qu'il se débarrassait de moi et son amante croyait devenir riche. Mais seul mon avocat a vu la réalité. Ni l'entreprise, ni l'argent, ni les luxes n'appartenaient à Charles. Il ne commandait pas. Ce que je lui ai remis n'était pas mon argent ni l'entreprise. Je lui ai seulement rendu les papiers déchirés du mariage. Tout ce qui se trouvait derrière ce mariage était revenu une fois pour toutes à sa véritable propriétaire,